Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. En 2011, dernier chiffre connu, la rémunération des PDG du CAC 40 a progressé de 4%, quand l'action de leur entreprise baissait en moyenne de 17% et leurs bénéfices de 10%. Voilà pour le symbolique. Avec ça, je pourrais acheter un magnifique bateau. Voilà pour l'imaginaire. Sinon, le commun des mortels crise et l'on dit cumul des mandats et des indemnités. Voilà pour le réel. Bonsoir, c'est Démo de minuit. Vous êtes chez vous. En voici le sommaire. La fabrique des élites. Qui peut accéder au pouvoir dans la France d'aujourd'hui ? Pierre Mathiot est directeur de Sciences Po Lille. Provincial attaché au service public, il analyse le conservatisme et la reproduction sociale en vigueur dans les sphères parisiennes. Pour Pierre-Yves Néron, maître de conférences en éthique économique et sociale, les salaires abusifs des dirigeants n'ont rien à voir avec le mérite. À l'instar des Suisses, il préconise leur limitation, une mesure légitime et démocratique. Lumière, mouvement et illusion d'optique. Argentin exilé en France à la fin des années 50, Julio Leparc électrise le monde de l'art avec ses installations monumentales, ses peintures et ses sculptures. Au palais de Tokyo, le visiteur est embarqué dans un labyrinthe qui ouvre les portes de la perception, une rétrospective ludique consacrée à un maître de la cinétique généreux et frondeur. Olé ! Ancienne gymnaste, Blanca Lee a connu l'underground new-yorkais et les chaudes heures de la movida madrilène avant de s'installer à Paris. Avec sa compagnie, qui fête ses 20 ans, la chorégraphe explore le flamenco et le hip-hop, le contemporain et le baroque, jusqu'à l'électro, danse urbaine popularisée par son nouveau spectacle, Electro-Kiff. Une langue sensuelle et intranquille. Poète, grand lecteur public, Christian Prigent triture les mots et décoince les gens établis. Fils de militants communistes, petit-fils d'une grand-mère quéquette bretonne et volubile, il tire le fil autobiographique dans Les Enfances Chino, un roman aux pistes multiples écrit par association à partir d'un tableau de Goya. Réformateur, électrique, digressif, Démo de minuit, numéro 489. Et forcément libanais avec Raïda Webe, elle est chanteuse, elle est libanaise, elle est surnommée la diva d'Orient, elle est cantatrice. On va la retrouver tout à l'heure, elle va nous présenter son nouvel album qui s'appelle Sonate d'amour. Voilà pour le côté musical de cette émission. On commence par Un certain regard et on a décidé de baptiser cet Un certain regard la lutte des castes. Et on est parti d'une chose extrêmement simple, on essaie de réfléchir dans cette émission et on se dit mais il suffit de réfléchir en lisant la presse. Et en lisant la presse, récemment, il y a 2 articles qui nous ont arrêtés. D'abord, un entretien avec Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille, qui a renoncé à se présenter à la tête de l'Institut parisien, de l'institution parisienne. C'était dans Le Monde, c'était le 30 janvier 2013. Et puis de l'autre côté, une page rebond de Libération, autre quotidien national. Salaire abusif, les Suisses ont raison, par Pierre-Yves Néron, maître de conférences en éthique économique et sociale à l'Université catholique de Lille. Bon, à partir de ces 2 articles, on a regardé votre travail, à vous deux qui êtes universitaires, et on s'est dit que peut-être il y avait la nécessité, alors que dans cette émission on dénonce souvent l'idéologie du marché, la dictature du marché, il y avait peut-être à s'interroger aussi sur le système de reproduction des élites et la manière dont les castes, soit par la répartition du pouvoir, soit par le réseautage, soit par la répartition de l'argent, eh bien comment ces castes se reproduisaient. Alors à l'un et à l'autre, je voulais quand même vous demander, Pierre Mathiot, d'où venez-vous ? Autrement dit, comment dirais-je, comment vous situez-vous dans l'ascenseur social ?
Vous? Maintenant, je suis plutôt dans les étages de l'ascenseur social, mais c'est vrai que j'ai commencé plutôt bas dans l'ascenseur social. Alors effectivement, je suis provincial, ce qui dans le système français, très parisien, très jacobin, est en soi déjà quelque chose d'un peu particulier. Donc j'ai grandi à Montbéliard, pas loin des usines Peugeot de Sochaux, première usine d'Europe lorsque j'étais gamin. J'ai pas été un élève extraordinaire au collège et au lycée. Et puis, comme j'étais très intéressé par l'histoire, parce que je venais d'une famille de résistants, à un moment donné, j'ai raccroché, je ne sais pas encore comment, le concours d'entrée à Sciences Po Paris, que j'ai passé sans du tout avoir l'idée justement des classes que j'allais y rencontrer. J'ai eu ce concours, j'ai fait Sciences Po Paris, j'ai ensuite fait un doctorat, toujours à Sciences Po Paris, puis j'ai passé le concours qui m'a permis de devenir, il y a 14 ans, professeur des universités en sciences politiques. Et puis là, je suis parti à Lille, parce que les postes, voilà, je suis monté à Lille, ça fait maintenant 19 ans que j'y suis, et à Lille, j'ai exercé en parallèle de mon métier d'enseignant-chercheur, spécialiste des élites, ce qui est quand même assez amusant vu l'article que j'ai fait. Et des syndicats. Et des syndicats, absolument, oui, tout à fait. Oui, et je suis depuis 6 ans directeur de Sciences Po Lille, donc un autre établissement que celui dont vous avez parlé tout à l'heure, plus petit, moins doté par l'État, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai été candidat une première fois lorsque Richard Descoings est mort et que donc il y a eu une candidature. J'ai été candidat, j'ai été rejeté, on va dire, et puis ensuite. Par le comité, entre guillemets, de sélection, qui s'était auto-désigné, qui était composé de beaucoup, d'ailleurs, de patrons du CAC 40, et qui était quand même assez éloigné, disons, de mon monde des choses. Et je pense que j'ai été éloigné parce que le discours que je tenais, le projet que je portais, ne leur parlait quand même pas énormément. Voilà. Pierre-Yves Néron, de votre côté, quelle est votre origine sociale ? D'où je viens, écoutez, donc je suis canadien, je viens d'une petite ville au Canada qui s'appelle Chicoutimi. Je viens d'un milieu familial relativement modeste, très éloigné des élites économiques, politiques et également culturelles. La passion de la philosophie m'a amené à étudier à l'Université de Montréal, également à l'Université de Toronto, et cette même passion m'a amené aujourd'hui à faire de la philosophie en France. Qu'est-ce qui, avant qu'on écoute l'un des penseurs de la reproduction des élites sociales, qu'est-ce qui, de votre point de vue, vous bloque aujourd'hui dans votre, non pas dans votre ambition, mais dans votre désir ? Qu'est-ce qui, de votre point de vue, vous bloque, vous, aujourd'hui, si vous vous sentez bloqué ? Ou pas, d'ailleurs ? Comment dire, je me sens assez peu... je me sens pour l'instant assez peu bloqué. Je me sens relativement choyé. On m'a offert certaines opportunités professionnelles. Je me sens relativement choyé d'être ici en France pour continuer à faire de la philosophie, faire mes recherches. Mais croyez-moi, je suis parfaitement conscient de toute la gamme des difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on essaie simplement d'évoluer dans les milieux universitaires, par exemple, lorsqu'on essaie de faire ses preuves dans les milieux universitaires, lorsqu'on vient de milieux très éloignés des élites culturelles et intellectuelles. Croyez-moi, cela peut être très difficile, en fait, de faire ses preuves dans un milieu universitaire. Et pour vous, Pierre Mathiot, qu'est-ce qui vous bloque ? Ah non, mais moi, je veux dire, d'abord, j'ai la chance, moi, d'être professeur des universités. J'ai eu la chance de le devenir très jeune, donc j'ai pas, à titre personnel, rien ne me bloque. J'ai cette chance formidable d'une société quand même en crise. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez une telle adversité que vous renoncez à monter la marche supplémentaire? J'ai plutôt renoncé parce que j'ai considéré que les conditions d'une campagne électorale juste et transparente n'étaient pas réunies. Donc j'ai pas... Oui, Sciences Po, c'est l'UMP ? LPS, je pense que c'est plutôt ça. On vous réunit tous les deux autour de Pierre Bourdieu. Les grands corps de l'État, et en particulier ceux qui sont produits par l'ENA, ont une énorme responsabilité. La main droite et la main gauche de l'État, la main droite et la main gauche de l'État. Je pense que la main droite a une énorme responsabilité, et alors elle est transpolitique. Elle est au-delà de l'opposition droite-gauche. Ça, c'est une chose que finalement tout le monde sait. Moi, je la dis et je la répète depuis très longtemps. Mais maintenant, malheureusement, les Français ont compris. Donc, il ne suffit pas de changer de camp pour se débarrasser des énarques. Bon, et plus que des énarques, pour se débarrasser de la pensée énarchique, enfin, de ce mode de pensée hautain, arrogant, bureaucratique, lointain, à la fois responsable et irresponsable. Enfin, la coupure française, qui n'existe qu'en France, enfin, entre les grandes écoles
productrice des grands corps et les facultés, cette espèce de dichotomie qui est terriblement funeste parce qu'elle permet aux dominants actuels de rester conservateurs en matière de ne pas changer le système scolaire, puisque l'essentiel est sauvé. Une fois que les normaliens, les polytechniciens et les énarques sont sauvés, le reste peut crever. Réaction de l'un et l'autre à ce que dit Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu est normalien, il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai fait Sciences Po, donc ce qui est intéressant en France, c'est que souvent les gens qui, à un moment ou à un autre, critiquent le système doivent presque en être issus pour pouvoir le critiquer, parce que s'ils n'en étaient pas issus, on leur reprocherait justement de ne pas avoir réussi à entrer dans ce système, et évidemment, dès lors qu'ils le critiquent alors qu'ils en sont issus, ils sont en même temps délégitimés. Donc il y a ce paradoxe-là. Ce qui est vrai dans ce que dit, évidemment, moi, Pierre Bourdieu a beaucoup marqué. J'avais lu Bourdieu avant d'entrer à Sciences Po, et quand je suis arrivé à Sciences Po, je voyais ce que j'avais lu. Mais ce qu'il dit là, très intéressant sur les énarques, c'est que les énarques, à un moment donné en France, une partie d'entre eux, il ne faut quand même pas oublier que la plupart d'entre eux servent l'État de façon... Bon, mais c'est qu'une partie des énarques ont pris l'habitude d'aller occuper des positions de pouvoir dans des champs qui n'avaient rien à voir avec la formation qu'ils avaient reçue, qui était normalement la formation au service de l'État. Et on a retrouvé des énarques un peu partout, à la tête de chaînes de télé privées, publiques puis privées, à la tête d'entreprises. Et c'est ça. Des gens de Sciences Po, d'ailleurs. Oui, Sciences Po. Mais si vous voulez... Sciences Po presque plus que l'ENA, parce que quand vous êtes à Sciences Po, moi, ma promo, on en parlait tout à l'heure, ma promo de Sciences Po, on y trouve maintenant, 20 ans après ou 25 ans après, des gens de cette promo sont partout, dans tous les champs de pouvoir en France, et je pense que c'est une situation unique, probablement au monde. Oui, d'ailleurs, il y a le roman de la promotion Voltaire, Hollande, Castries, Donnedieu de Vabre, Jouillet, Royal, Villepin, Sapin, aux éditions Jacob Duvernay. C'est signé par Martin Leprin, je voulais vous le signaler au passage. Un mot sur Bourdieu. Oui, je pense qu'il est intéressant de noter ici que Bourdieu dans cet extrait, s'intéresse principalement aux élites politiques et aux phénomènes bien sûr, de construction de ces élites politiques, mais également les phénomènes peut-être un peu pervers de reproduction également des élites politiques. Mais il est important de noter, je crois, qu'il y a des dynamiques similaires dans la construction et la reproduction également des élites économiques via notamment les écoles de commerce. Est-ce que ça veut dire qu'au Canada, c'est plus cool ? C'est-à-dire que c'est plus tranquille ? Je sais pas, j'y réfléchissais toute la semaine. Je crois qu'au Canada, dans le monde anglo-saxon en général, il y a également des dynamiques qui sont similaires. Il y a une très forte tendance, une tendance marquée à la reproduction des élites économiques. Il y a également un système d'écoles de commerce, de business schools aux États-Unis qui est très fort, qui est très important. C'est le processus de certification qui est le plus important pour les élites économiques. Mais bien sûr, il y a des différences. Au Canada, aux États-Unis, il n'y a pas ce fameux système des grandes écoles qui est si important, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique. Et puis là, il s'agit de pouvoir. Enfin, en France, il s'agit vraiment de pouvoir, du pouvoir, des rênes du pouvoir. Alors que là, vous parlez d'un processus économique ou de reproduction de l'élite économique. Je vous lis, Pierre Mathiot, ce que j'avais sans doute mésestimé est le fait que je n'appartiens pas à cette élite du pouvoir, n'en partage ni les valeurs ni les certitudes, et que cet état d'outsider, provincial de surcroît, ne pourrait être vu par eux que comme une incongruité, pour ne pas dire une faute de goût. Vous ajoutez, ce qui guide la démarche des dirigeants actuels, donc de Sciences Po, dites-vous, Sciences Po Paris, est de conserver le pouvoir ou l'influence. En effet, exercer du pouvoir ou de l'influence dans Sciences Po et à partir de Sciences Po et au principe même de l'existence sociale et professionnelle de ces dirigeants, sur le même plan que leur conviction absolue d'avoir toujours raison. Qu'est-ce que vous risquez quand vous écrivez ça dans Le Monde ? Rien, même, vous savez, je risque probablement de ne jamais être dirigeant avec le salaire qui va avec. Donc je risque quand même de ne pas pouvoir m'acheter le bateau. C'est vrai qu'il paraît, c'était bien payé en plus. C'était très bien payé. C'est là où l'économique et le politique se rejoignent. Oui, il y a quand même une différence. Justement, le lien, c'est qu'une grande différence quand même avec le monde anglo-saxon, c'est qu'en France, tout est à Paris. C'est-à-dire qu'aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez faire des cursus extraordinaires dans plusieurs villes, et c'est pas parce que vous êtes à Washington ou à Toronto, etc. que vous allez. Nina est à Strasbourg.
L'ENA officiellement est à Strasbourg, tout le staff est à Paris, hein, je vous dirai où ils habitent. Mais donc ça n'a pas beaucoup changé. Je risque rien. Pourquoi? Parce que je risque rien. Je suis universitaire, ma liberté de parole est garantie par la Constitution, donc je peux dire toutes les horreurs que je veux dans la presse ou même devant vous. Je risque rien en termes mon salaire continuera à tomber, etc., etc. Ce que je risque, c'est bien entendu de confirmer aux yeux d'un certain nombre de personnes l'idée qu'évidemment ils avaient absolument raison de ne pas vouloir m'avoir recruté comme directeur, parce qu'évidemment j'aurais peut-être essayé de faire un peu bouger le système. Frédéric Millon a été nommé PDG de Sciences Po. Hein, donc, pas PDG, là vous êtes déjà dans la métaphore économique. Voilà, tout à fait. Je pensais au PDG dont on va parler dans une seconde. Il va être nommé la semaine prochaine. Il va être nommé la semaine prochaine. Et, Sciences Po, évidemment, major de l'ENA, donc reproduction des élites. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous, et on va parler d'économie dans une seconde, mais qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour qu'on casse cette idée monarchique qu'il faille à ce point reproduire à l'infini l'aristocratie? Moi, je pense que le système des écoles en France, par rapport aux universités créées par Napoléon, est un système tellement ancré qu'il est probablement extrêmement difficile d'imaginer de le modifier. En revanche, le problème, c'est que dans les écoles, le recrutement est socialement situé. C'est ça le problème, si vous voulez. Moi, je suis plutôt pour qu'on maintienne le système des écoles. Il faut quand même que je sois honnête avec moi-même. Je suis directeur d'une école sélective. J'ai fait une école sélective. Les meilleurs dans les banlieues. Et qu'on aille un peu plus, évidemment qu'on fasse en sorte que ces écoles soient des écoles de la démocratisation, où on retrouve un public qui corresponde, qui représente la diversité sociale, culturelle de la France, ce qui n'est pas le cas, et attention, ce qui est moins le cas aujourd'hui qu'il y a 25 ans, 27 ans quand je suis rentré à Sciences Po, ce qui est un vrai problème, parce que vous voyez, l'augmentation du nombre d'étudiants en France, hein, qui est un chiffre, un phénomène avéré, s'est accompagné d'une fermeture sociale croissante des écoles les plus sélectives, c'est-à-dire celles qui mènent aux emplois les plus rémunérés, c'est ceux qui ont le plus de pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut casser pour éviter que, effectivement, on se retrouve systématiquement entre soi dans les conseils d'administration, y compris dans les conseils d'administration des grandes écoles? Écoutez, il y a un certain nombre de choses qu'il faut casser. Concernant ce qu'on a appelé les salaires abusifs, peut-être l'une des premières choses que l'on doit faire, parce qu'on parle ici de la fabrication des élites, de la construction des élites, je pense qu'il faut également peut-être repenser, notamment en ce qui concerne les élites économiques, la façon dont, en fait, les citoyens, les communautés de citoyens regardent ces mêmes élites. Et en ce qui concerne le vote suisse, je crois qu'il y a quelque chose de particulièrement intéressant. Sur l'imitation des salaires des grands patrons, enfin, des revenus des grands patrons. Exactement. Donc, je crois qu'on a quelque chose de particulièrement intéressant dans la mesure où on a une communauté de citoyens, une communauté politique qui est en train de dire il est tout à fait légitime pour nous d'intervenir, de faire quelque chose, de vouloir contrôler une telle chose. Alors qu'habituellement, on est assez peu enclin à penser qu'il est légitime de contrôler les salaires des patrons dans les entreprises privées. J'ajoute une chose, nous sommes 3 hommes là ce soir. Je crois que s'il y a de la parité dans les conseils d'administration de l'école que vous avez évoquée tout à l'heure, ou plus largement je pense que, alors sans genrer l'analyse et, vous voyez, essentialiser les femmes qui seraient plus attentives au niveau des salaires, etc., mais globalement, le fait d'ouvrir les conseils d'administration aux femmes, plus qu'aujourd'hui, de les ouvrir à des populations diverses, ça régulerait le système, ça l'amènerait à se réguler. On va demander l'avis de Françoise Héritier, qu'on recevait la semaine dernière, sur cet aspect-là des choses. Est-ce que les femmes changent la nature du rapport au pouvoir? C'est une question que je ne lui ai pas posée, mais extrêmement intéressant. On y reviendra. Salaire des patrons. En 2009, Henri Proglio fait l'objet d'une polémique sur son salaire et surtout sur le cumul des rémunérations. Henri Proglio n'était pas demandeur du poste de numéro 1 d'EDF. C'est pour François Fillon ce qui justifie à ses yeux les 2 revenus. À la tête d'EDF, le nouveau PDG touchera 1 million d'euros en salaire, 600 000 euros en part variable. De son entreprise d'origine, dont il reste l'administrateur, 450 000 euros. Soit un total de 2 50 000 euros de revenus annuels. Mais à gauche comme à droite, les députés sont choqués par la double casquette d'Henri Proglio, qui a fait toute sa carrière dans le groupe privé Veolia. Être le président d'un groupe comme EDF, c'est un travail à plein temps. Donc, avoir un 2e poste de président dans un grand groupe privé, je ne vois pas comment, les journées ayant que 24 heures, on peut y arriver. Du côté du gouvernement, on tente de minimiser la polémique.
Évidemment, je ne dis pas le contraire, c'est des sommes très très importantes pour tout un chacun. De responsabilités, de salaire, le même salaire qu'auparavant, et un grand dirigeant pour EDF. Cette rémunération placerait le PDG de l'entreprise publique au 32e rang des revenus des patrons du CAC 40. Commentaire ? Commentaire. Donc, ce qui est particulièrement intéressant dans cet extrait-là, c'est que ça met en lumière un discours, une manière de parler, de penser les choses, et une manière également de tenter de justifier les salaires extrêmement élevés des patrons, donc qui consiste à insister en fait sur les motivations des patrons. Donc, on nous dit bien souvent les salaires des patrons sont justifiés, sont légitimes parce que les salaires servent tout simplement à attirer, motiver les plus talentueux. Dans ce cas-ci, si on parle d'une espèce de cumul des postes, c'est un peu, ça semble problématique dans la mesure où on est en train de dire, est-ce que vraiment un double salaire de la sorte permet de réellement motiver cette personne-là? Est-ce que ce patron-là va vraiment faire un bon boulot? Donc déjà, c'est quelque chose qui surgissait dans les remarques. L'idée du cumul, est-ce qu'il y a un mérite à être bien payé? Est-ce qu'il y a un mérite à être bien payé? Donc, je l'ai mentionné dans ma tribune. Donc, évidemment, c'est un autre langage qu'on va utiliser pour justifier les salaires extrêmement élevés. Donc, on va nous dire, et le mérite dans tout ça. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement reconnaître le fait que les grands patrons qui prennent des décisions extrêmement importantes, qui sont très bien formés, qui ont à assumer de très importantes responsabilités, méritent tout simplement ces salaires-là. À cela, je crois qu'il faut répondre en essayant d'injecter, grosso modo, une espèce de bonne dose de modestie aux grands patrons, dans la mesure où les entreprises, les grandes entreprises constituent au fond des projets, des projets éminemment complexes, et la réussite de ce type de grands projets économiques repose sur toute une gamme de facteurs, et en partie sur la chance, je crois qu'il faut l'admettre. Oui, mais il y a aussi, c'est un paradoxe, puisqu'on dit aux gens, enfin les gens ont envie de travailler, peuvent avoir du désir de travailler. Oui. Et si on les paye, ça veut dire que ils n'ont pas de désir finalement. Donc ils ne sont pas forcément efficaces. Oui, donc évidemment, bien souvent, on a une espèce, lorsqu'on essaie de justifier les salaires extrêmement élevés, on a un peu quelque chose comme une théorie de la nature humaine, une théorie des motivations humaines qui est très souvent extrêmement pauvre. Alors, quand on prend Carlos Ghosn, PDG de Nissan Renault, je lisais dans une revue économique que ses revenus avaient progressé de 328% depuis 2003, alors que les revenus moyens de ses salariés avaient progressé de 15%. Donc, on voit bien là qu'une société est en train de complètement de se déstructurer. C'est-à-dire que ces gens-là ne vivent plus dans le même monde. Ce qui faisait société avant ne fait plus société aujourd'hui. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que vous mettez en lumière la relation, en fait, entre les patrons et les salariés. Parce que lorsqu'on qualifie ces salaires extrêmement élevés d'abusifs, on peut dire que ces salaires-là sont abusifs au sens où ils sont inefficaces, au sens où ils ne produisent pas toujours les résultats qui sont escomptés. Mais on peut également, et je crois que cela est légitime, on peut également considérer ces salaires comme étant abusifs au sens en essayant de mettre en lumière les inégalités profonde entre les salariés et les patrons. Les hiérarchies, moi, vous savez, en fait, je suis patron, puisque je dirige une école qui compte 80 salariés. Vous êtes bien payé? Je gagne 4 500 € net par mois. Mais mon salaire est public, puisque j'ai un salaire de prof et j'ai une prime de 500 € parce que je dirige l'école. Donc je gagne 3 fois, 3,2 plus que le plus petit salaire. C'est beaucoup moins que M. Decoing, enfin, et à son âme. Ah oui, non, mais alors ça c'est mon copine, mais je suis un serviteur de l'État, je suis un fonctionnaire, moi ça ne me gêne pas justement, je suis attentif à ça. Ouais. Dans le film tout à l'heure, l'une des deux entreprises, EDF, est une entreprise publique. Donc il y a quand même une question aussi là d'entreprise publique, il y a un cumul qui d'ailleurs c'est amusant parce qu'il y a des remarques d'hommes politiques, et n'oubliez pas qu'il y a eu un plafonnement des salaires des hommes politiques. Mais pas forcément de leurs directeurs financiers. Des hommes politiques? Non, mais non, pardon, il y a un encadrement des salaires des patrons d'entreprises publiques, mais pas forcément de leurs directeurs financiers. Puisque Proglio a un salaire aujourd'hui de 450 000 € limité, alors que son directeur financier a émargé à 1,2 million d'euros. Et on parle en millions d'euros, enfin tout ça est presque normal, sauf que aujourd'hui, les Suisses ont titillé le gouvernement socialiste, dit de gauche, français, à tel point qu'aujourd'hui en France se pose la question de limiter les salaires des patrons du privé. Le gouvernement veut suivre l'exemple des Suisses.
Ces derniers ont décidé par référendum de limiter les rémunérations abusives des grands patrons et d'interdire les parachutes dorés. Nous avons plafonné les rémunérations des dirigeants des entreprises publiques. Et dans quelques semaines, mesdames et messieurs les députés, je vous proposerai un projet de loi pour que ces mesures s'appliquent aussi aux dirigeants des grandes entreprises privées. Impossible toutefois d'imposer dans le privé la même chose que dans le public. Les rémunérations pourraient donc être soumises au conseil d'administration des entreprises. Les retraites chapeau sautent aussi dans le viseur. L'opposition dénonce une diversion. Je ne veux pas que ça serve de cache-sexe pour dissimuler ce qui est la réalité du choc fiscal, qui lui est supporté à 90% par les classes moyennes, contrairement à ce qui était la promesse de Hérault. Le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres avant l'été par le ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Question à l'un et l'autre, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que cette loi est politique? Ou est-ce que c'est un cache-misère supplémentaire? Je crois pas que ce soit un cache-misère supplémentaire. Donc, bien sûr, lorsqu'on s'attaque au salaire des patrons, lorsqu'on critique ces salaires, on peut considérer qu'il s'agit de, je sais pas, de la pire forme des populismes et une forme de populisme de gauche, pourrait-on dire. On peut également considérer qu'on se trompe de cible, en fait, d'un point de vue politique, qu'on est en train de mal utiliser nos énergies politiques en essayant de faire une telle chose. Moi, je crois que la réaction est légitime. Encore une fois, l'espèce de scepticisme à l'égard des inégalités, de salaire, je crois que c'est ce qui vient troubler une bonne partie de la population. Et donc, je ne crois pas que ce soit inutile de lutter contre les salaires abusifs. Oui, le problème, c'est qu'ils n'y avaient pas pensé avant, donc ça fait un tout petit peu bricolé quand même de réagir le lendemain des Suisses. C'est un peu la honte pour nous quand même, gouvernement de gauche, de se faire apporter une forme de leçon de morale par la Suisse. Ouais. Après, le problème, c'est que notamment pour les patrons des entreprises privées multinationales, il y aura toujours, si vous parliez de Carlos Ghosn tout à l'heure, toujours la possibilité de se faire payer au Japon et donc d'échapper quelque part. Donc ça renvoie en fait à la problématique de l'exil fiscal. En plus, dans des logiques où Nissan, Renault, à la marge, on peut imaginer que ces deux entreprises sont un peu concurrentes. Donc un patron qui dirige deux entreprises concurrentes, c'est quand même... dernière question à tous les deux, pour terminer cet incertain regard consacré à la lutte des castes. Quel serait l'idéal aujourd'hui dans cette société où domine l'idéologie du marché? Qu'est-ce que serait l'idéal? Ce serait de reconstituer un équilibre sociétal, comme on dirait. Ce serait quoi l'idéal aujourd'hui par rapport à cette explosion des salaires? Le but du jeu, c'est quoi? C'est de reconstituer une possibilité de vivre ensemble et une possibilité de communauté, de votre point de vue à vous? L'idée, c'est faire société, comme disait l'autre, Renan. Et faire société aujourd'hui, à mon avis, c'est faire en sorte que, d'une part, les niveaux de rémunération entre les individus restent dans des limites basses, hautes, qui soient acceptables et entendables, première chose. Et deuxième chose, c'est véritablement réenchanter la promesse républicaine de l'égalité des conditions et des chances dans l'accès aux études, aux diplômes et donc derrière aux carrières professionnelles. Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, vous imaginez que c'est un programme à 20 ans. Il faut du temps. Et pour vous? Donc, moi, je pense qu'on peut interpréter ce scepticisme à l'égard des salaires abusifs comme témoignant peut-être un certain manque de confiance à l'égard des élites économiques. Mais je crois qu'on est en train également de questionner, en fait, l'inégalité profonde entre les salariés, entre les communautés en général et des individus qui prennent des décisions extrêmement importantes, très significatives pour l'avenir de nos économies. Et certaines personnes sont en train de dire, nous sommes privés, en fait, des bénéfices que devraient produire nos organisations économiques, nos systèmes économiques. Et c'est cela qui m'apparaît significatif et utile, en fait. Des mots de minuit, il y a un très joli mot qu'on aime bien dans cette émission, c'est redistribution. Charles, numéro 5, Sciences Po, la fabrique des élites, on vous le signale au passage. C'est à lire par rapport à cette conversation qu'on peut continuer sur les réseaux sociaux. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On va se reposer un peu avec la musique. Et je vous propose d'écouter Jaïda Webe. Elle est chanteuse, elle est libanaise, elle est surnommée la diva d'Orient. Vous êtes compositeur, madame, vous êtes dramaturge, vous êtes actrice, cantatrice, écrivain. On fait des choses. Et vous êtes surtout l'une des grandes figures actuelles du chant arabe. Vous publiez un nouvel album qui s'appelle Sonate d'amour. En voici un premier extrait. Ça s'appelle Beyrouth. C'est un poème de la poétesse irakienne Lamia Abbas Amara.
Jaïda Webe. قصيدة أنت يا بيروت مبهمة ما قالها شاعر لكن تخيلا أراد معجزة في الفن خالقها أراد معجزة في الفن خالقها فلما من أجمل الأشياء أجملها وصب من روحي في ناسها ألقا وحين أكملها وحين أكملها صلى وقبلها يا بنت 7,000 وما برحت صبية تشتهي الدنيا مقبلها يا بنت 7,000 وما برحت صبية تشتهي الدنيا مقبلها الأرز ظللها والثلج كللها الأرز ظللها والثلج كللها والبحر في زهوه يشدو ليغسلها والبحر في زهوه يشدو ليغسلها. Merci Jaïda. On vous retrouve tout à l'heure. Vous êtes accompagné par Issa Hassan au bouzouk, l'instrument à cordes. On vous retrouve tout à l'heure pour un deuxième extrait de votre album. Conversation avec Julio Leparc. Vous êtes artiste de la lumière, du mouvement. Julio Leparc, vous êtes d'origine argentine. Avec Christian Prigent, vous êtes poète, romancier, avec un dernier livre qui s'appelle Les enfants chinois, publié chez POL, votre éditeur de référence. Et Blanc Cali, qui est chorégraphe pour Electro-Kiff, qu'on va voir bientôt à la Cigale. Et on est dans des mots de minuit. Et il y a vraiment un mot que j'ai envie de vous proposer à tous les trois. C'est le mot avant-garde.
Alors, avant-garde dans la poésie, avant-garde dans votre art, Julio Leparc. Et puis, peut-être à vous, Blancali, quand vous apparaissez comme quelqu'un qui va s'intéresser à la chorégraphie, qui va être populaire, etc., c'est la Movida, c'est le Madrid de l'après-Franco. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le Madrid actuel, il y a des formes d'art qui deviennent d'avant-garde et qui reflètent soit une libération, soit un état de pesanteur, de crise? Je pense qu'on est juste dans les moments de transition. Et ce que j'ai ressenti la dernière fois que j'étais à Madrid, c'est qu'il y a eu un premier moment quand la crise a commencé très fort, où tout le monde a perdu un peu des choses qu'il savait. Et petit à petit, il faut trouver de nouveaux chemins, parce qu'un artiste ne peut pas s'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire et de créer. Donc, on doit passer maintenant à cette nouvelle phase dans laquelle je pense que justement, il va y avoir à nouveau toutes ces choses nouvelles qui vont surgir dans cette nouvelle situation qui produit peut-être que ça va être l'après-crise, je pense. Christian Prigent, même chose à vous sur cette notion d'avant-garde. Vous avez été, vous, à la tête de mouvement d'avant-garde quand il y avait cette revue qui s'appelait TXT. Oui. TXT. Aujourd'hui, le poète que vous êtes, c'est cet homme qui met en mots les choses, alors qu'on est dans une culture du slogan, qu'on est dans cette idéologie du marché dont on parlait dans un certain regard, où se situerait l'avant-garde ? C'est un peu difficile d'utiliser cette notion aujourd'hui parce qu'elle est fixée dans l'histoire déjà à l'avant-garde. C'est-à-dire qu'il y a eu des avant-gardes, le modèle surréaliste par exemple dans l'entre-deux-guerres, et puis des modèles auto-déclarés d'ailleurs avant-gardistes jusqu'au début des années 70 dans le domaine de la littérature et de la poésie. Maintenant, c'est un petit peu difficile d'employer cette notion parce que la notion d'avant-garde supposait un effort de liaison entre l'invention dans le domaine artistique et une perspective progressiste ou révolutionnaire en politique. Bon, ça c'est quelque chose qui a provisoirement sans doute disparu, je veux dire la possibilité de cette liaison. Donc la notion est au moins requalifiée, en tout cas difficile à employer aujourd'hui. Oui. Par rapport à ce que vous faites, donc il y a une incroyable sophistication sur le texte, une incroyable recherche, une incroyable communion avec le texte dans ce que vous faites. Est-ce que c'est pas de plus en plus difficile dans cette société du slogan aujourd'hui, ou dans cette culture du slogan où sujet, verbe, complément suffisent largement à faire du profit? Oui, enfin, je trouve que ce destin de la langue est un désastre quant à la possibilité que les hommes ont de jouir de la réalité dans laquelle ils se déplacent. Hein. Donc, si faire de la poésie, enfin, je prends ce mot dans un terme très très général, hein, avant faire de la littérature, faire de l'art, hein, disons les choses simplement. En tout cas, cette forme d'art qui me concerne moi, qui concerne le rapport avec les mots. Bon, si ça a un sens, le premier de ces sens, le premier des éléments de cette signification, c'est de résister au destin dramatique dont vous parlez, c'est-à-dire la réduction du rapport des hommes à la réalité, telle qu'elle serait uniquement représentée par cette réduction du langage à ses formes de plus simple expression. Enfin, cette espèce de... J'ai appelé ça quelque part le français médiatique primaire, voilà. Oui, ce que vous dites. J'allais vous citer tout à l'heure, mais bon, voilà, moi, ce que j'appelle la culture du slogan. Julio Leparc, quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge? 92, 94, 88. Vous êtes d'avant-garde. Donc vous êtes d'avant-garde. 84. Non, alors j'ai visité votre exposition l'autre jour et ce que soulignait la personne qui faisait visiter, elle disait, commissaire d'expo j'imagine, et elle disait ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il a fallu attendre aujourd'hui pour que cet artiste-là ait ce succès-là. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde en parle, la presse nationale, qu'elle soit audiovisuelle ou qu'elle soit écrite, parle de vous. Or, votre travail date d'il y a un peu de temps. Enfin, oui. Le début de votre travail. Les années 60. Oui. Les années 60, ouais. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, on vous redécouvre? Donc vous êtes au Palais de Tokyo, il y aura bientôt une exposition au Grand Palais, etc. Donc comment est-ce que vous expliquez qu'on vous redécouvre?
J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie peut-être et je me suis fait pas beaucoup de soucis si la France, un certain nombre d'années, ils me laissaient de côté, peut-être ils m'ont considéré un peu casse-pied, le milieu officiel, culturel, artistique. Et je continuais mon travail, j'ai toujours été content dans ma situation. Et si j'étais laissé de côté, c'était ma faute, c'est la faute de celle qui me laissait de côté. Alors je ne pouvais pas les en vouloir, insister trop sur ce thème-là. On va se promener au Palais de Tokyo dans cette rétrospective qui vous est consacrée. Dans votre travail, il y a deux éléments clés qui sont la lumière et qui sont le mouvement. Pourquoi est-ce que vous avez été tout de suite dans la lumière et dans le mouvement? Pourquoi est-ce que dans les années 60, ce sont ces deux outils qui vous ont fasciné? Et j'ai toujours eu une attitude de recherche, d'expérimentation, d'essayer de prouver différentes choses avec des petits matériaux ou simplement avec un crayon, un papier. Et je ne me suis jamais un jour réveillé et je me dis aujourd'hui je vais faire des choses avec la lumière ou avec les mouvements. Sinon que j'ai utilisé ces éléments-là le moment où je pensais que ça pouvait m'aider à résoudre certains problèmes qui traînaient dans ma tête, dans cette attitude d'expérimentation en permanence. Pourquoi est-ce que dans le travail que vous faites, alors là on voit le mouvement lumière assez systématiquement, pourquoi est-ce qu'il y a cette approche évidente du spectateur que vous ne mettez pas forcément mal à l'aise, mais que vous impliquez immédiatement, enfin dans cet art-là, dans l'art cinétique et dans ce que vous faites, il y a une implication immédiate du spectateur qui est immédiatement captif de ce qu'il regarde, qui peut être déstabilisé. Moi, en visitant votre exposition, quand à un moment on se focalise sur certaines de vos œuvres, on peut perdre l'équilibre. Et ça, c'est formidable de la part d'un artiste de réussir immédiatement à déstabiliser son spectateur. Oui, c'était pas vraiment l'objectif. C'était pas l'intention. Non, mais on cherchait, au début des années 60, de quelle façon les réflexions qu'on pouvait faire sur les milieux artistiques, où tout était cloisonné, tout était déterminé à l'avance, où il y avait d'un côté l'artiste, de l'autre côté les critiques d'art, et les marchands de tableaux, les collectionneurs, ou les directeurs de musées qui déterminaient qui devait être artiste et qui ne devait être pas. On cherchait de quelle façon on pouvait casser ces mécanismes et on voyait de façon très évidente que les spectateurs étaient laissés toujours de côté. Ça n'existait pas pour le milieu artistique, ça n'existait pas. C'était quelque chose qui, peut-être, s'il venait dans cette position, tant mieux, mais s'il ne venait pas, ça n'a aucune importance. De quelle façon on pouvait toutes ces réflexions-là la faire passer par un travail qui passe par la main et qui, dans la main, il donne des résultats, il fait des propositions pour créer un rapport en éliminant toutes les choses intermédiaires vis-à-vis du public, et avec des petites expériences, puis créer un rapport plus direct. Et si dans ce rapport plus direct, c'est lui qui regardait les spectateurs, il se sentait un peu mieux, s'il se sentait un peu plus considéré, pour nous c'était suffisant. Quelqu'un qui vivait dans une société qui les laissait toujours de côté. Et dans notre milieu artistique aussi. Je voudrais que vous commentiez une œuvre, c'est Continuelle lumière cylindre. Est-ce qu'on peut regarder cette œuvre? Pouvez nous donner un mot sur sa conception? Comment vous l'avez imaginée, cette œuvre-là, celle-là? Mais c'est le résultat aussi de toutes sortes d'expérimentations. Dans ces cas-là, je mettais en rapport deux éléments, une source de lumière et un cercle miroir qui recevait ces sources de lumière. Et entre les deux, je fractionnais la lumière avec des disques, de sorte qu'il créait une multitude de situations qui pouvaient se répéter ou non, ça n'avait pas d'importance, mais c'était toujours différent et toujours la même.
Alors, en 1961, vous êtes un de ceux qui avaient créé le GRAVE, qui est le groupe de recherche d'art visuel, qui était un collectif. Alors là, on a bien l'idée de cette manière de parler au public, puisque bon, c'est un collectif. Je vous propose une archive sur l'art cinétique. C'est en 1966. C'est un reportage qui est consacré aux artistes cinétiques à l'occasion d'une exposition collective à la galerie Denise René à Paris. Alors, il y a plusieurs artistes au travail. Stein, De Marco, Garcia, Rossi, Varal, Le Parc, Morello et Sombrino. Donc vous êtes dans ce sujet qui date de 1966. Regardez. Il était admis depuis des siècles que l'art était une création statique, une représentation ou une interprétation fixée de toute éternité. Or, on découvre aujourd'hui que c'est quelque chose de vivant, de différent d'une seconde à l'autre. La nouvelle école de Paris a en effet apporté une dimension supplémentaire, le mouvement. Ainsi, 3 fils qui vibrent créent un graphisme. Garcia Rossi et les autres fondateurs du groupe des 6, Stein, Ivaral, Le Parc, Morellet et Sobrino, utilisent essentiellement le métal et la matière plastique. Toutes leurs créations sont simples, mais cette simplicité même crée une sorte d'auréole de mystère. Pourtant, et c'est là une nouveauté, les distances ont été abolies entre l'œuvre et le public. Le spectateur est activé. Il est invité à participer au jeu des formes et des lumières en manœuvrant les mobiles. Chez Denise René, les visiteurs ne se privent pas de ce contact physique, car c'est dans le mouvement que l'œuvre révèle ses multiples points d'intérêt. Le chatoiement des couleurs ajoute un plaisir supplémentaire au jeu infini des structures changeantes et des mutations imprévisibles. Dans ces œuvres instables, l'art n'est plus un message personnel, mais strictement un plaisir visuel. Et leurs auteurs ont souhaité que ce ne soit pas qu'un simple divertissement basé sur l'application de lois physiques, mais une véritable révélation des beautés claires et pures de ce monde. L'art perceptuel, on a appelé ça aussi... Comment ? L'art perceptuel, à un moment, une manière de percevoir les choses. Contact direct entre l'artiste et son public. Et ce qui est étonnant au Palais de Tokyo, c'est d'abord le fait que vous avez aussi prêté des œuvres dans cette partie de l'exposition qui s'appelle « Jeux », qui sont des œuvres où on peut jouer, et on refait à chaque fois le matériel. Donc là, il y a une belle volonté de l'artiste de partager son travail. Il y a aussi cette autre dimension sur l'exposition qui concerne vos peintures. Quelle est la réflexion que vous avez menée sur la peinture ? Parce que au final, vous travaillez sur sur une gamme de 14 couleurs et que vous n'en êtes pas sorti. Pourquoi est-ce que vous avez, et on le voit très bien dans les dessins qui sont dans l'exposition, comment est-ce que vous avez choisi ces 14 couleurs ? Oui, d'abord, j'ai toujours refusé les catégories, ou artiste cinétique, ou artiste optique, etc. Et je me gardais toujours la liberté de pouvoir faire ce que je pensais que je devais faire, que je sentais, etc. À ce moment-là, je pouvais très bien passer d'un thème à l'autre et n'être pas obligé d'utiliser toute ma vie les mouvements ou la lumière pour être un véritable artiste cinétique. Quand j'ai fait des tableaux de couleurs, c'est à la prolongation des premières recherches que j'avais fait en blanc et noir. Et je ne voulais pas faire des tableaux coloristes, disons. Et c'est pour ça que j'ai limité les couleurs à 14, que c'était déjà beaucoup. Et avec ces 14 couleurs, j'ai fait des quantités de permutations. Ces permutations-là, petit à petit, m'ont amené à me rendre compte d'une potentialité énorme de variations qui pouvaient à l'intérieur d'une simple gamme de 14 couleurs, avec des paramètres limités. Et de là, il m'a amené à réaliser des choses avec les mouvements pour essayer de visualiser ces potentialités. Et petit à petit, dans la recherche, il m'a amené à différentes choses. On s'arrête sur une œuvre, si vous voulez bien, c'est La Longue Marche. Cette œuvre date de 1974, la voici à l'image. Que veut transmettre cette œuvre-là, celle qu'on voit là sur l'image? Si est-ce que je veux qu'elle transmette quelque chose? Comment vous l'avez pensé? C'est une œuvre monumentale. Oui, bon, c'est un tableau de 2 mètres par 2 mètres, et qui se suivent. Il y a une séquence, il y a des variations à l'intérieur de la séquence. C'est toujours les 14 couleurs qui se séparent, qui se retrouvent, qui avancent, qui tournent et qui continuent.
je l'appelais Long Marche pour trouver un titre poétique. En général, je mets des numéros ou des choses plus neutres. Dans ce cas-là, j'ai mis ce titre-là, en faisant un énorme effort pour trouver un titre poétique. Parce que la poésie, c'est quelque chose de très difficile. Il y a beaucoup d'humour aussi dans votre exposition, puisqu'il y a toujours avec cette volonté de jouer avec le public, il y a cet endroit où il y a des punching balls, et donc où on a l'occasion d'aller taper sur la gueule du patron, du peintre, de l'intellectuel, etc. Et je me faisais cette remarque, il n'y a que des hommes. Puisque c'est une réflexion sur le pouvoir. Et voilà, on se promène dans ce labyrinthe de punching ball. Et en fait, les personnes qui sont stylisées dans ce labyrinthe-là, qu'on ça, je l'ai fait dans les années 60. Et je ne sais pas si les mouvements féministes ils auraient été contents de prendre la place d'un policier ou d'un patron. C'est dans les punching balls, c'est les gradés de la société. Là, c'est un autre jeu, ce sont des jeux enquête. C'est la partie physique, la participation, là, c'est des fléchettes qu'on lance sur cette cible-là. Et ensuite, l'enquête, il demande si cet ordre il est paraît juste, sinon quel ordre il pouvait le donner. Pour moi, c'était simplement une invitation à la participation physique, et ensuite une réflexion sur ces composants de la société en forme de façon élémentaire, n'est-ce pas? Mais c'était une façon d'aller un peu plus loin dans la recherche d'une participation chaque fois plus active des spectateurs, qui avait commencé par la partie optique ou rétinienne. Je voulais terminer avec une question plus politique. Comme vous étiez un peu engagé et militant, en 68, vous avez été expulsé, quelques mois en 68, parce qu'on a estimé que vous dérangiez l'ordre public, j'imagine. En 72, vous avez refusé une première rétrospective de votre travail. Comment est-ce que, dans ce que vous faites, et on l'a bien vu dans les images que l'on a vu illustrer notre conversation, comment est-ce que vous vous situez politiquement? Est-ce que vous avez un discours politique alors que vous êtes expulsé, que l'Argentine sonne aussi dans votre histoire personnelle? Moi, je n'ai pas de discours politique, simplement, ce sont des choses de naissance. Je suis né dans une famille très pauvre. Mon père, il était ouvrier cheminot. Et tout ce monde-là, il m'a imprégné. Il n'avait pas besoin d'aller chercher plus loin. J'étais de ce côté du mur. Le mur qui était en face de ma maison, c'était les clubs des Anglais. L'Anglais, c'était les propriétaires des ferrocarrils en Argentine. Et nous, de temps en temps, à la place de jouer à des petits balles qu'on improvisait, on ramassait des petits balles de tennis. Une balle de tennis qui tombait de l'autre côté du mur, c'était une merveille pour nous, mais on était très contents, même en étant très limités par nos choses. Et ça reste. Mais pourquoi les changer, pourquoi les varier, sans besoin d'adhérer à aucun parti politique, ni à aucune idéologie déterminée. Moi, je pense que je suis pour tout ce qui peut aider à une société qui puisse changer ou donner aux gens la possibilité d'imaginer d'autres mondes, un monde meilleur, plus solidaire, plus communicatif, plus actif, plus créatif, etc. On est d'accord. Exposition Roulieu-le-Parc également à la galerie Bougada et Carniel à Paris. Ce sont des œuvres picturales, vos œuvres picturales des années 70. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Il y a une autre galerie, c'est la galerie Lelia Mordotti, la galerie d'Irénée aussi, qui présente des objets de moi et de quelques œuvres en façon simultanée. Un objet? Un objet. Astor Piazzolla. Ah! Et là, pour moi, c'est très important, Astor Piazzolla, comme beaucoup d'autres choses. Mais il y a différentes choses dans le moment de la vie de quelqu'un. Et quand j'étais, après l'adolescence, que j'ai commencé à imaginer un monde pour moi comme artiste, dans une situation très désespérée, des fois, j'écoutais des musiques qui arrivaient par la radio. De Piazzolla, ça me revitalisait. En plus,
il avait des titres, par exemple Marron Azul en décomposition de Piazzolla. C'était en référence avec un tableau de Picasso. Alors, le tango, c'est une chose extraordinaire en Argentine, mais un tango qui pouvait lier les arts plastiques ou prendre en considération les arts plastiques, les transformer en musique. Pour moi, c'est très extraordinaire. Ça me donnait de l'énergie. La même chose que quand j'étais enfant, il y avait des situations un peu tristes. Je voyais un fil de Charlot. Une pirouette de Charlot, ça me renforçait, ça me donnait de l'énergie. Et tout ce qui est créatif, ça peut toucher d'une façon indifférente les gens et les mettre à une bonne disponibilité. Blancali, un mot sur votre voisin? C'est une admiration totale. Je n'ai pas encore été voir l'expo, mais je vais venir très bientôt. En plus, il va m'accompagner. Oui, on va aller ensemble. Et avec lui aussi, hein. Parce qu'il a l'air sévère, mais il a un profil très humain et très sympathique. Hein. Je trouve ça incroyable quand même, parce que bon, dans notre métier de danseur, on a une carrière très courte. Et un danseur, en général, à 30 ou 40 ans, tu sais que ta vie de danseur va finir. Et par contre, les artistes plasticiens... Jusqu'à la fin. Tu peux avoir toute ta vie... Avec un atelier en région parisienne. Hein. là où... Mais il m'a dit que moi, je n'ai pas le droit à la retraite. Tant mieux, non? Peut-être. Je suis condamné à continuer. Et oui. Christian Prigent, si on fait écho à ce que disait Rolio Leparc il y a une seconde, la dimension politique chez vous est importante parce qu'il y a une parentèle qui est très militante, qui est très engagée. Qu'est-ce que ça donne comme conséquence sur votre manière de travailler les mots, que ce soit en poésie ou en prose, ou en mélangeant les deux d'ailleurs? Je ne sais pas s'il y a une connexion directe entre les deux. Là, j'étais très sensible à ce que disait Jules Leparc sur la question politique, même si c'était rapidement dit, bien sûr. Les choix politiques comme ça, là, je crois que la plupart du temps, ils sont encastrés, imprégnés par l'enfance. Et moi, la famille d'où je viens, qui était une famille de militants communistes, a marqué à jamais, à travers des tas de différences, depuis bien sûr les choix, enfin les goûts, c'est même plus des choix politiques, c'est plutôt des goûts politiques qui sont encore les miens aujourd'hui. Le rapport avec le travail spécifiquement poétique, je crois qu'il est dans l'insatisfaction. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a une insatisfaction du monde tel qu'il est politiquement géré dans les formes de l'injustice ou dans les formes de l'inégalité, enfin bon, des banalités, mais importantes. De même, il y a une insatisfaction qui, à mon avis, fait qu'on écrit, et qu'on écrit en particulier de la poésie, une insatisfaction face à ce que les discours dont on est outillé pour s'orienter dans le monde nous proposent comme interprétation du monde. Si on n'est pas satisfait par ces discours, le discours politique, le discours de la morale, le discours des religions, le discours de la science, le discours des médias, enfin ce que vous disiez tout à l'heure, bon, on est sommé de trouver d'autres formes d'expression. Sont les vôtres aujourd'hui ? La poésie, est-ce que la poésie serait ce dernier lieu du mot? Je ne sais pas trop bien ce que c'est que la poésie, vous savez, plus on... Enfin, alors on va dire la manière radicale que vous avez, vous, d'agencer les mots, soit sous forme de poésie, soit sous forme de prose, par exemple. La manière radicale, je vous remercie pour ce mot, que j'ai d'agencer les mots et de travailler la langue, elle n'a pas d'autre but que de faire résonner de façon juste les impressions que le monde me fait. Voilà. Alors, avant de parler des enfants chinois, qui est un roman chez POL, qui était Grand-mère Quéquette? Le roman qui porte ce titre est un roman où j'ai malaxé mes deux grands-mères pour en faire une seule. Et j'ai nommé l'une de ces grands-mères, au moins au plan du titre, Quéquette, parce qu'il y avait une espèce de provocation... On l'imagine. Moins obscène qu'infantile, d'ailleurs, dans l'utilisation de ce mot. En particulier parce que ce mot n'a pas seulement le sens sexuel qu'on lui connaît, mais il veut dire aussi en argot rien du tout. Hein, c'est Quéquette, ça n'est rien, quoi. Donc c'était aussi une façon d'annuler l'emphase et le personnage lui-même.
par l'utilisation du double sens de ce mot. Alors, traditionnellement, on demande à Alexandra Lemasson, qui est notre lectrice, de bien vouloir venir, mais vous êtes un homme de la démonstration, de l'oralisation de vos propres textes, et j'aimerais que vous nous donniez un petit extrait des Les enfants chinois. Et pour le coup, Les enfants chinois, c'est quoi? C'est le roman de votre enfance? C'est pas le roman de mon enfance du tout, hein. C'est le roman... C'est le récit familial. C'est entre autres choses, mais c'est plutôt un roman d'enfance, la volonté de fabriquer une espèce d'image de synthèse de l'enfance, ou plutôt des enfances. Le titre n'est pas par hasard au pluriel. C'est pas l'enfance chinoise, c'est mais les enfances avec enfants. une majuscule. Voilà, dans l'idée qu'il y a toujours, dans toute enfance, une pluralité d'enfances, et toutes les enfances sont potentiellement dans chaque enfance. Voilà. C'est polymorphe, comme dirait l'autre. Vous pouvez nous lire votre texte? Oui, je vais lire un petit passage où justement l'un des personnages, l'un des enfants qui sont en scène dans ce livre définissent leur rôle. Voilà, on va dire ça. Je suis l'enfant indécis, l'enfant imprécis, l'enfant du génie et de l'idiotie, l'enfant à jamais pas fini, l'enfant condamné à s'améliorer, l'enfant qui a du mal à suivre la voie car elle est tortueuse pour le samouraï qu'on l'a sommé d'être, l'enfant à cause de ça sournois, fabuliste et pétochard, l'enfant des présages flous, l'enfant trou de sa mémoire dès le départ, l'enfant compliqué à destin multiple comme un couteau suisse, l'enfant qui ne s'aime pas plus qu'on ne l'aima ou qu'il a cru qu'on l'aimait peu, l'enfant qui recherche partout où il est la preuve de lui-même, l'enfant jamais vu par soi que dans les yeux suspicieux d'autrui, l'enfant poursuivi par soi-même partout jusqu'à la perpète, dans ce qui sera son corps de vivant, au seuil de la tombe ou sur le paillasson aux portes de l'infini. Mon père m'a dit, par voix de son maître, pour qu'office conforme sa moitié, ma mère, que je n'avais qu'à bien tenir mon rang, c'est-à-dire moi-même en version sociale, à bon entendeur, salut, je m'entends. Avec codicile en parler moral, qu'un bon communiste est premier partout, et pas minus moche chez les derniers en tout. Prends ça pour ton grade, si t'es que deuxième. J'ai pas su d'emblée ce que signifiait l'adjectif critique pris comme substantif et, fort peu après l'avoir deviné, je ne l'ai plus su. Mais je fus depuis, et je suis encore, jusqu'à ce que vienne toujours, et ses suites, tendu là-dessus comme un élastique, et il me revient souvent à la gueule quand je me trouve nul, or c'est bien souvent qu'on s'apparaît tel, et à des hauteurs moins hautes qu'on voudrait, surtout quand on sait pas bien où le haut est. C'est physique, votre truc, hein? Non, c'est stylistique. C'est pas physique. Je vous taquine. Je vous taquine. Non, mais je trouve que c'est étrange parce que on n'a pas... Il y a une telle implication du corps dans votre manière, et la main. Vous êtes conscient de ça ou J'essaie que dans les lectures publiques que j'ai l'habitude de faire, que le corps bouge le moins possible. Mais il y a cette main que je ne peux pas contrôler, donc j'ai décidé de la laisser vivre sa vie. Voilà. C'est étonnant, cette manière de faire du geste. Enfin non, parce que... C'est de l'ordre musical, en fait. Hein. C'est une espèce de façon de moduler le phrasé, quoi, qui a style. Quand je vous vois lire, je me dis, où est-ce que vous êtes quand vous lisez? Vous n'étiez plus avec nous, vous étiez dans votre texte, vous étiez ailleurs. Aussi, rassurez-vous, je suis tout à fait avec vous, mais simplement, il y a une partie de moi qui porte la langue qui fait que ces textes existent et qui essaie, dans cette façon de dire le texte, de se remettre dans les conditions dans lesquelles tout ça a été fait, quoi. Voilà. C'est pour ça que ça relève, avec les guillemets, tous les guillemets qu'on veut, et la vanité aussi, ça relève de la performance, parce que c'est se replacer dans le présent de l'écriture qu'on peut aussi. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et par rapport à une partie de votre famille qui a été communiste, donc il y a cette idée de l'accessibilité. On en parlait avec Rulio Leparc tout à l'heure. Comment est-ce que vous gérez ce qui peut apparaître comme un paradoxe, qui n'en est pas un, mais le fait que dans certains de vos textes, il y a une difficulté à s'approprier les mots, à les lire, et donc comment est-ce qu'on peut rendre cette manière d'écrire populaire ou accessible? Quel est et question annexe, quand vous faites des lectures publiques, quand vous faites la démonstration de votre travail d'écrivain, quel est le public qui vient et qui
qui vous demande et qu'est-ce qu'on vous demande? Ces publics sont extrêmement variés parce que moi je lis dans des lieux qui ne sont pas choisis par moi mais des lieux qui m'invitent. Donc ça peut être à la fois des lieux extrêmement culturels au sens un peu anobli de ce terme-là, à savoir des bibliothèques, des médiathèques, des théâtres. Ça peut être aussi des lieux beaucoup plus proches d'une culture plus populaire qui sont les lieux de concerts, de musique expérimentale, donc des choses qui sont plus près d'un public qui n'est pas a priori un public averti des choses de la littérature, en particulier de la littérature présumée difficile. Voilà. Et la plupart du temps, c'est ce second public que je préfère parce qu'il ne vient pas écouter des textes avec les a priori culturels emphatiques qu'a le public des bibliothèques et des médiathèques, qui est un public qui croit savoir ce que la littérature est et dont la tendance, quand il vient écouter de la littérature, est de venir communier dans un ennui agréable. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important quand vous écrivez, quand vous dites de la manière dont vous l'avez fait tout à l'heure sur ce plateau? Est-ce que c'est la musicalité ou le sens des mots? J'aimerais que le sens ne soit que le produit de cette musicalité. Enfin, je ne sais pas si c'est bien clair de dire les choses comme ça, mais je ne crois pas qu'il y a de sens rafraîchi, de sens frais possible, de sensation de la fraîcheur d'apparition du monde dans un texte s'il n'y a pas une sensualité de la langue. S'il n'y a pas une perception d'abord sensorielle de la langue. Un poème ou un texte littéraire, c'est d'abord un objet d'art. Il faut que ça se perçoive, non pas d'abord par rapport à ce que c'est censé raconter, dire ou développer, mais par rapport à la sensation physique que cela vous fait. Et la sensation physique que ça vous fait dans un texte, elle est rythmique, elle est sonore, elle est respiratoire. Voilà. Tiens, je voulais vous proposer Francis Ponge. On est en 1966. C'est une émission qui lui est consacrée. L'auteur du Parti pris des choses explique sa démarche, comment il part de l'objet en étant aussi objectif que possible. Ponge, à qui vous avez consacré une thèse, si ma mémoire est bonne. Je pense que ces petites choses, étant petites, je dois les décrire aussi dans leur vérité, dans la hiérarchie des choses, si vous voulez. Donc je fais des textes courts. Des textes courts, je vise toujours aux textes courts. Au début, je déchirais les brouillons. Et je me suis aperçu ensuite que, d'une part, les textes courts auxquels j'aboutissais ne me plaisaient pas tant, d'autre part qu'ils avaient un caractère de bibelot, enfin, qu'ils étaient, on avait finalement peut-être assez raison de les nommer des poèmes. Parce que, justement, ils tenaient dans la page, c'était des objets poétiques. Or, je ne me veux en aucune façon, et je ne veux pas, être un fournisseur de poèmes. Ça, je m'en fiche éperdument, je ne veux pas le faire, vous comprenez? Alors, comme je pense toujours que l'objet que je décris est plus intéressant que ce que je peux fournir à son propos. Commentaire sur ce que dit Ponge? Ponge a été fondamental pour moi parce que, ne fût-ce que par rapport à ce qu'il dit, c'est-à-dire il est arrivé dans un paysage poétique français où on assimilait la poésie à l'expression des sentiments et il a pris le contre-pied radical de cela en proposant une poétique qui se donnait pour tâche de décrire scrupuleusement les objets les plus courants, les plus banals desquels nous sommes environnés et dont, comme il le dit avec beaucoup de raison, finalement rien n'a été profondément dit. Et donc il proposait une espèce d'objectivation comme cela du poétique qui était le contre-pied radical de la posture lyrique qui donne les mièvreries que l'on sait dans l'histoire de la poésie. Donc il a joué un rôle fondamental pour toute une génération, la mienne en particulier. On comprend bien. Roman en vers, Météo des plages, Christian Prigent. Pourquoi est-ce que ce texte serait-il non lisable ? Ce qui n'est pas la même chose que non lisible. Voilà. D'accord. Voilà. Je vous cite. Quand je suis parti dans le projet de composition de ce livre, j'étais dans une phase où j'en avais assez précisément des lectures orales et de la routine que c'était devenu et de l'espèce d'aisance presque
virtuose comme cela, dans laquelle je m'étais fourré inconsidérément à faire ce genre de choses. Et donc je suis parti dans l'idée de faire un livre dont la complexité formelle et l'atonie délibérée rendrait impossible, en tout cas inintéressant, le challenge, le défi. Ce n'est que visuel. Ce n'est que visuel, c'est une fabrication d'images, c'est une production d'intelligence de texte, mais ça n'est pas destiné à l'exécution orale. Ça doit empêcher la position. Alors je vais vous en lire un extrait. C'est un défi. C'est beau, non? Ah ben c'est écrit, hein. Moi non mais je n'ai pas le droit de le lire puisque pour le coup il est illisable et voilà, donc je l'ai lu mais en silence pour profiter de... Est-ce que vous avez un objet avec vous? J'ai pas vraiment un objet parce que je travaille pas beaucoup avec des objets, mais j'ai un outil. Et là j'ai apporté cela parce que il y a des variantes. Regardez, il y a des variantes de modules. Alors au départ, déjà beaucoup utilisé. Au départ, ils sont longs comme ça. Et alors, on appelle ça des crayons télévision. Et je me suis toujours demandé pourquoi on les appelait crayons télévision. Je me suis dit que peut-être ici quelqu'un éclairerait par lanterne sur ce point. Voilà. Et je travaille avec cela, mais je suis toujours ému par ce type de crayon parce que mon père travaillait avec cela et j'ai poursuivi bien d'autres traditions dans ce que faisait quand mon vous père. écrivez, quand vous composez par exemple Météo des plages, vous écrivez à la plume? Non, j'ai comme tout le monde, banalement, des petits carnets sur lesquels je note des bribes, des citations, des petites formules comme cela. Et puis après, très très rapidement, je joue au poète moderne, c'est-à-dire que j'ai un ordinateur sur lequel je mets tout ça en forme. Julio Lepar, il vous parle, cet homme-là, dans ce qu'il dit? Oui. Il y a de la proximité avec vous. Et son poème qu'il a lu, c'était magnifique, parce qu'il y a... Je le ressens comme ça, peut-être c'est une banalité, parce que je ne suis pas... Mais je voyais qu'il y avait les mots, il y a une succession de mots, il y avait des litanies, on dit litanie, et il y avait des intertices. C'est-à-dire que ça crée une expectative pour la phrase ou l'affirmation qui venait après. Et là, j'ai pu, pendant qu'il les lisait, d'une façon très rapide, rentrer comme ça dans chaque fois, rentrer un petit peu de quelque chose de moi. Quand il parle de l'enfance, de son père, de différentes choses. J'écoutais ce qu'il lisait en même temps. Il laissait des petits espaces où moi, comme celui qui écoute, ou peut-être un lecteur, il pouvait apporter quelque chose. Je ne sais pas si je me trompe. Merci beaucoup, oui, bien sûr. À chacun sa scansion. Hein. Oui, tout à fait. Blancali, écho sur Prigent? Je trouve qu'être poète aujourd'hui, c'est... C'est un combat, c'est une résistance. Incroyable. Dans notre monde, la poésie est devenue quelque chose de presque miraculeux. Et je pense qu'il faut beaucoup de courage, déjà, pour être poète. Et après, j'ai trouvé que dans ton texte que tu as lu, il y avait une musicalité incroyable. Presque on pourrait danser ton poème. Alors justement, de danse, parlons, puisque je vous montre tout de suite un extrait d'Electro-Kiff, qui est ce que vous signez et qui est la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir. Electro-Kiff. AB et BA sont opposés. AC est égal à AB plus BC, c'est la relation de Chasles. Pour tout point A sur l'espace, il existe un unique vecteur V, tel que OA égale V. Il manque un axiome qui est l'existence de tels espaces affines. On n'a jamais réussi à démontrer qu'il existait, mais on accepte que ces axiomes sont non contradictoires, donc la possibilité de définir des espaces affines.
Alors, un mot de cette histoire. Qui sont ces gens et comment les rencontrez-vous? Et Electro-Kiff, ça devient quoi? L'électro, c'est un truc qui vous intéressait au départ? C'était un hasard que j'ai rencontré ces danseurs parce qu'ils m'ont invité pour venir être jury dans une compétition de danse électro. Et je me suis trouvée dans cette compétition avec beaucoup de danseurs qui passaient les uns après les autres et que je devais juger. Et j'étais vraiment éblouie parce que je ne connaissais pas cette danse. C'est une danse nouvelle qui a commencé dans l'année 2006 à Paris, un peu dans les discothèques, dans les boîtes. Et c'est une nouvelle génération de jeunes qui ont utilisé de la musique électro, qui viennent de toute cette nouvelle culture des DJ et de tout ça, et qui utilisent beaucoup les mouvements des bras pour raconter leur danse et leur énergie. Alors, après cette compétition, moi, ça m'a resté vraiment. J'ai dit, mais c'est quoi cette danse? C'est incroyable, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et j'ai laissé appeler et j'ai dit, je voudrais créer un spectacle avec votre danse. Et c'était très content. Et voilà, on est parti dans cette aventure. Et maintenant, ça fait 2 ans que le spectacle il tourne le monde entier. Et les gens commencent à connaître cette nouvelle danse. Et c'est la première fois qu'il est à Paris. Et enfin, on vient à Paris avec ce spectacle. Oui. Et ça raconte une journée de classe, enfin, assez... Voilà, de manière très, très décalée, parce que c'est quand même la danse. Mais j'ai voulu, parce qu'il fallait qu'on trouve juste quelque chose qu'on pouvait raconter qui était aussi proche de leur univers. Et ils sont très jeunes, il y a certains encore qui sont en train de finir leur bac. Alors j'ai dit, pour trouver un univers dans lequel on peut raconter cette danse, qu'est-ce que ça pourrait être? Et entre tous, on a décidé que ça pourrait être justement dans une journée dans un lycée. Et voilà, on passe d'un cours de maths à la cantine, à les jeux. Est-ce que c'est un spectacle qui est montré dans ce qu'on appelle, c'est un poncif pour le coup, dans les quartiers difficiles? Et quel impact il peut avoir? Ça s'est déjà fait, ce spectacle-là? On a tourné beaucoup en France, ouais. Énormément. On a été vraiment partout, dans tout type de quartiers. Et à chaque fois, on a les mêmes accueils. Et les gens se retrouvent dans ce spectacle parce que je pense qu'il y a quelque chose, une expérience qu'on a tous vécue, que c'est l'école. Et je pense que dans certains moments du spectacle, on a tous un moment où on se souvient de quand on était à l'école, ou un moment de notre vie qui s'est passé à l'école. Et c'est ça qui est drôle, c'est que ça touche vraiment les gens de tous les niveaux, de tous les âges et de tous les milieux sociaux. Alors, quelles sont les pistes que vous explorez aujourd'hui, Blancali? À chaque fois qu'on vous reçoit dans cette émission, on est toujours sidéré par votre énergie et par votre envie de faire. Et votre envie de faire, et c'est comme Roulieu Le Parc disait tout à l'heure. Mais lui, il m'inspire beaucoup parce que je dis, j'espère que je serai comme lui. Il y a une... Je vais continuer. Il y a une réelle proximité avec le public. Il y a vraiment cette envie de partager, de communier. Alors d'où ça vous vient, cette énergie? Et surtout, qu'est-ce que vous observez qui vous donne encore envie? Parce que quand on regarde votre énergie et quand on regarde l'état de la société, je pense à l'Espagne et je pense aux manifestations que je vois en Espagne, je trouve que là, il commence à y avoir un décalage entre cette possibilité qui est la vôtre et cette énergie que vous donnez et qui a à voir avec votre pays d'origine, et puis cette misère culturelle qui n'est pas seulement économique, à laquelle on assiste. Comment est-ce que vous renouvelez? Comment est-ce que vous ressourcez? Je pense que c'est surtout l'envie de raconter les choses. Et moi, il n'y a pas un jour de mon quotidien que je n'ai pas une idée qui me vient quand je suis dans la rue ou quand je vois quelque chose. Et à chaque fois que j'ai une idée, j'ai besoin de la mettre quelque part. Et c'est ce besoin de raconter, de créer, de mettre les choses ensemble qui fait que je suis tout le temps dans la création. Donc j'ai à peine fini un spectacle que j'ai déjà 3 idées pour 3 autres et que j'ai envie de commencer tout de suite. Et c'est vraiment la vie, c'est les choses qui m'arrivent, c'est les rencontres, c'est les jours à jour. Et c'est des fois justement les situations difficiles qui m'inspirent. Alors on repart en 2012, mais
2011, parce qu'il va y avoir une nouvelle édition. Je voudrais qu'on regarde un extrait de la Fête de la danse, ce que vous faisiez au Grand Palais. Pour le coup, à l'époque, encore une fois, il s'agissait de mélanger tous les genres et tous les publics, et vous obligiez, d'une certaine manière, tout le monde à prendre du plaisir à danser. Je m'appelle Blanca et aujourd'hui, je vais vous amener dans un petit voyage dans le monde de la danse. Et devant, derrière, devant, derrière, devant. On efface tout. Tita, tita, ti, 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 chou. On peut se le faire en musique? Vous remettez ça cette année? Oui. On va le faire à nouveau en septembre parce que c'était tellement génial. Quand j'ai commencé à dire que je voulais faire la fête de la danse au Grand Palais et que l'idée c'était de faire danser tout le monde, les gens me regardaient un peu bizarre pour me dire non mais les Parisiens ils vont pas danser. Et moi j'étais là, oui ils vont danser. Parce que je pense que la danse c'est quelque chose qui en dehors de qu'on fait une profession de ça et que ça soit notre vie pour les danseurs, c'est aussi quelque chose qui depuis toutes les civilisations a réuni les gens juste pour s'amuser, pour les plaisirs, pour célébrer plein de choses différentes. Alors je pense qu'il manque aujourd'hui ces célébrations où on se rencontre tous pour danser ensemble. J'avais envie de voir ce Grand Palais que j'adore, c'est un endroit que je trouve magique parce que c'est comme une espèce de place, de grande place au milieu de la ville. Et je me disais toujours quand j'arrivais là-bas, je dis, j'aimerais tellement voir, je sais pas, une grande fête là où tout le monde danse. Et alors, cette année, on va le faire parce que ça a été tellement génial et voilà, on va... Et c'est absolument transgénérationnel. Hein. Ah oui, là, c'était vraiment... Il y avait... Et beaucoup de gens arrivaient et ils se disaient, bon, j'amène les enfants pour danser, tu vois, et ils restaient un peu comme ça. À un moment donné, tu voyais comment ils se mettaient aussi à danser. Et à la fin, en fait, les gens se sont rendus compte que personne ne te regardait vraiment et que tu n'étais pas jugé, donc qu'on pouvait vraiment partir dans les plaisirs de la danse. Dernier aspect de votre travail, ceci. Para enfrentarme a esas fieras, necesito pasarme de la raya. Cuando te pones en plena heroína, Joserra, me das miedo. ¿Quieres? Alors ça c'est vous, chorégraphie, bande-annonce du dernier film d'Almodovar, un vol pour le moins tumultueux pour Mexico, c'est le vol 2549 je crois, etc. Et c'est vous qui avez fait cette chorégraphie? Oui. C'est des petites, des collaborations que vous avez comme ça? Oui, j'adore les cinémas, ça fait beaucoup d'années que j'ai commencé à travailler dans le cinéma comme chorégraphe. Avec Gondry aussi? Oui, oui. J'ai fait aussi les films de Gondry qui va sortir bientôt. Et moi, j'adore faire la danse aussi pour la caméra parce que c'est complètement autre chose. Ça m'amuse beaucoup. Ça m'amène aussi à travailler dans des projets comme ça avec des réalisateurs fantastiques. Et aussi, le cinéma, pour moi, c'est comme presque une deuxième vie parce que j'ai réalisé déjà 2 longs métrages, j'ai fait énormément et des courts des courts-métrages, j'ai fait beaucoup de films publicitaires et c'est un métier qui m'éclate totalement et que je pense que c'est une autre manière de faire arriver la danse au public. Et moi, tout ce qui peut faire que les gens aiment la danse, j'adore parce que c'est... Ah, la danse des Stewards, c'est quelque chose oui. quand même. Hein. Et le film de Gondry s'appelle L'écume des jours d'après Boris Vian. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui.
j'ai 2 objets avec moi. Parce qu'un ne peut pas vivre sans l'autre. C'est la petite famille. Voilà. Oh, il s'arrête, pourquoi il s'arrête? Voilà. Et voilà. On sent beaucoup d'autorité chez le père, hein, et Ouais. un peu plus, il y a un peu plus d'exaspération chez l'enfant. Chez l'enfant. Un mot de commentaire sur votre voisine? Ah oui, je suis en admiration. Il doit avoir un pouvoir fou pour faire danser tous ces gens-là dans un espace si grand. Ah, il faut une énergie. Des gens ouais. différents, des convictions, d'appel, de détermination. Et c'est quoi ce truc, en fait? Ça, c'est mon nouveau spectacle qui s'appelle Robot. Voilà. Ah, d'accord, j'ai compris. Là, je suis entourée de robots toute la journée parce que tout mon prochain spectacle parle des machines et nous, de notre nouvelle relation avec les machines dans notre vie quotidienne. Spectacle mécanique. Voilà. Je vous emprunte Christian Prigent pour un mot à mot. Christian, si vous voulez bien me suivre sur le lieu du mot à mot. C'est là-bas. Allez-y. Je vous glisse quelques mots et vous me dites ce qu'ils évoquent. Souffle. Souffle, là, pour la poésie, capital. Hein. S'il n'y a pas de respiration de la phrase et une respiration qui ne soit pas la respiration courante, la respiration de la conversation, celle-ci par exemple, à mon avis, il n'y a pas de langue poétique. Révolution. Alors c'est un mot qui a beaucoup vieilli, hein, mais qui, à mon avis, se rajeunira un jour. Il a failli il s'est rajeuni l'année dernière ailleurs qu'ici. Hein, et c'est quelque chose, c'est un mot que je ne peux pas prononcer sans nostalgie et sans désir. Joli. Télévision. Pour moi, c'est l'étrangeté. C'est-à-dire, le rapport à l'image, déjà, est compliqué quand on écrit, parce que écrire, ça veut dire souvent traverser les images et les dissoudre pour fabriquer de la musique avec. Donc, être dans le lieu où l'image, par définition, est la règle, et l'objet de désir, et voire l'objet de fantasme, produit la sensation d'étrangeté, oui. Mais je suis un consommateur de télévision. Mais... Vous êtes, enfin, on voudrait que vous soyez un citoyen regardant la télévision, un consommateur. Mais la télévision... Je suis un consommateur au sens... je me mets le soir devant de la télévision que j'absorbe pour pacifier mon cerveau. EPO. Ça comptait pour moi parce que je m'intéresse beaucoup à la bicyclette, que je pratique. Sur les routes bretonnes Oui, enfin, à ma façon modeste. Mais le cyclisme, je suis d'une génération et d'une région où le cyclisme a beaucoup d'importance. J'ai suivi une année le Tour de France pour France Culture, un des Tours de France gagné par Greg LeMond au début des années 90. Et juste un peu avant que commence à se... Vous doutiez déjà ? Quand on aime le vélo et que cet amour vient de l'enfance, on n'aime pas douter. Donc j'ai eu l'impression à un moment avec le PO qu'on m'avait cassé mon jouet et j'avais fait dans l'IB un article sur cette question du dopage. Justement. Illisible. Alors je déteste ce mot parce que c'est celui qu'on m'envoie à la tête régulièrement. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Hein. J'ai bien noté. Depuis 20 ou 30 ans. Mais moi, je crois qu'il y a une dimension d'illisibilité statutaire dans l'expérience de la littérature, parce que c'est là que se fonde sa différence et sa capacité de renouvellement. Merci Christian Prigent. Sortie de ce cours, on va parler musique avec le chanteur Babix pour son dernier disque Drone personnel. Et puis je vous propose un extrait des Chiens Verts, ça s'appelle Les Chiens Verts. C'est un court-métrage de Mathias et Kola Rifkis qui a été récemment primé au Tout Jeune Festival. C'était la 2e édition au Tout Jeune Festival Fenêtre sur Cour à Avignon. Et c'est un court-métrage qui parle notamment des situations sociales un peu compliquées aujourd'hui, mais ça passe par le football et c'est tout à fait pertinent. Et enfin, littérature avec Gilles Leroy, auteur de Alabama Song, c'était le Goncourt 2007. Il revient avec Zelda Fitzgerald, il s'intéresse à une autre figure de femme, c'est la chanteuse Nina Simone.
Nina Simone est quelqu'un qui me fascinait depuis l'enfance, en fait. Ce qui m'intéressait à travers elle, c'était qu'elle ne se destine pas du tout à devenir une chanteuse de jazz ni de variété, mais à devenir la première concertiste classique noire au monde. Après avoir été recalée au Curtis Institute de Philadelphie, qui est le meilleur conservatoire de musique classique aux États-Unis, elle se retrouve par hasard, un jour, à Atlantic City, à chanter dans un tripot, un bastringue, en fait. Me at Curtis Institute in Philadelphia, they refused a scholarship of mine, and they didn't give me the opportunity to start as a black classical pianist. I was refused a scholarship because I was black. Et c'est comme ça qu'elle devient Nina Simone. Elle change de nom, elle s'appelait Eunice Wayman, et sa mère étant révérende, son père pasteur, des gens très religieux, elle veut absolument changer de nom pour pas qu'ils sachent ce qu'elle est devenue, entre guillemets, à jouer la musique du diable. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Une chose qu'on sait de façon certaine sur la fin de sa vie, c'est qu'elle était totalement seule. Et moi, je ne me sentais pas de parler d'une telle solitude. Et j'ai inventé ce confident, qui est ce domestique philippin, Ricardo. Et puis, parce que j'avais envie d'un livre musical, d'un livre rapide, et que donc le dialogue permet de dire les choses très vite, d'accélérer beaucoup. Et puis, il y a la conversation avec soi-même, qui sont les monologues de Nina, à certains moments, lorsque le soir, après avoir trop bu, elle commence à dériver. À la fin, tu ne veux plus sortir de l'hôtel ni voir personne. Tu ne veux plus dîner à minuit avec tous ces gens qui parlent, jacassent, te harcèlent de questions toujours pareilles, comme si tu n'avais pas déjà tout dit et tout donné sur scène, quand eux n'ont rien à donner mais veulent prendre encore, arracher un lambeau de toi dans une eucharistie sordide et croire, et dire ensuite que tu leur appartiens, qu'ils t'ont conquise. Les frères Jousserand, Loulou, Bernie et Tonton. Tous les trois victimes des licenciements de Montel Textile en 2003. Ils boufferaient du DRH à tous les petits-déj. Nordine Raoui, le Maradona de la Gautière, une passe décisive par match minimum. Tu sais que sa femme s'est barrée. Du temps libre, il va en avoir. Sergueï Kassayev, un vrai bouffeur de gazon. Plus de 15 km par match. Il y aura toujours ce soir de novembre 87 à Geoffroy Guichard. Et lui et moi, on sait ce qu'on se doit. Voilà tous ce qu'ils étaient. Et ce qu'ils rêvent encore de redevenir. Bon, ben les gars, la mire. La mire, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Alors, on va enchaîner les frappes. On va retrouver les sensations. Ils sont épinards. Et surtout, on va se faire plaisir. D'accord? Petit filet, grand filet, lucarne, plat du pied, patate! Ah, Babas. Allez! Allez, Babas, concentre-toi. Eh Babas, ça va finir au fond, t'inquiète. Alors? Eh, tu veux peut-être que j'appelle un Parisien? Laisse-moi faire, tu vas voir. Je recommence. T'es vraiment un gros nul, hein. J'attends les étés. J'attends qu'un Vostok vienne. Je suis Babix à l'état de personnage sur scène. J'entends les fusées. J'attends les éthers. Et la voie lactée. En peut-être 3 mots, je me verrais plutôt comme un musicien qui chante. Je voulais qu'on ait l'impression que ce soit comme un orchestre villageois qu'on aurait emmené sur Mir ou dans l'espace. Et qu'est-ce que ça donnerait tout à coup, cette musique un peu terreuse, villageoise, comme ça, un peu bordélique, jouée dans l'espace. L'écriture et le besoin de création, il vient souvent d'un manque, en fait. Et quelque chose qu'on a besoin de combler ou de remplacer ou de faire exister. Voilà, ça vient de quelque chose qui n'existe pas ou n'existe plus. Et s'il arriva que je fus fou
c'est ça qui m'intéresse, c'est plutôt tout ce qui a attrait soit à l'inconscient, tout ce qu'on raconte pas forcément à ses amis ou même à soi-même, et de voir ce qu'on cache sous le tapis, ce que le stylo ou la musique va faire rejaillir. Vol suspendu à l'horizon, radar perdu, ciel de charbon. Je t'attends ici. Terminal à Helsinki. Il y a cette idée en permanence d'aller un peu plus haut que ce qu'on est, d'aller un peu plus loin, d'aller chercher des choses en tout cas. Et donc voilà, dans le cas de Chador Woman, Manal Songe, c'est vraiment l'histoire de Manal El Sharif qui m'a inspiré cette chanson-là, à qui on interdit aux femmes en Arabie Saoudite de conduire et qui décide, et qui a tout à coup un vent de liberté qui s'empare d'elle et qui prend sa voiture et qui fonce, qui carambole dans tout le pays. Chador Woman rêve d'automatique, de coups de rein, de coups de foudre métallique, d'asphalte et d'assaut, d'Alfa Romeo. Et puis une dernière sortie de secours, une belle sortie de secours du 5 au 20 avril, c'est Hors Limite, c'est le festival littéraire de Seine-Saint-Denis, c'est l'édition 2013 que l'on vous conseille tout particulièrement, puisque Sophie Joubert, qui est notre collaboratrice, en est aussi la consultante littéraire. Voilà pour ces sorties de secours. On va se quitter en musique et on va retrouver Jaïda Wébé pour son album Sonate d'amour, avec un deuxième extrait de cet album, ça s'appelle S'envolent les colombes. S'envolent les colombes, se posent les colombes. Mon aimé et moi sommes deux voix en une seule lèvre. Moi, j'appartiens à mon aimé et mon aimé est à son étoile errante. Nous entrons dans le rêve, mais il s'attarde pour se dérober à notre vue. Et quand mon aimé s'endort, je me réveille pour protéger le rêve de ce qu'il voit. J'éloigne de lui les nuits qui ont passé avant notre rencontre. De mes propres mains, je choisis nos jours, comme il m'a choisi la rose de la table. أنا وحبيبي صوتان في شفة واحدة أنا لحبيبي أنا وحبيبي لنجمته الشاردة وندخل في الحلم لكنه يتباطأ كي لا نرى وحين ينام حبيبي يصحو لكي أحرس الحلم مما يرى وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي وأختار أيامنا بيدي كما اختار لي وردك الماء
ونم يا حبيبي ليصعد صوت البحار إلى ركبتي ونم يا حبيبي لأهبط فيك وأنقذ حلمك من شوكة حاسدة يطير الحمام يحط الحمام يطير الحمام يحط الحمام يطير الحمام يحط الحمام Zaïda Wahbé, merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Toutes les précisions sur les expositions, les spectacles, le festival littéraire de Seine-Saint-Denis, littérature en Seine-Saint-Denis, hors limite, détails complets et programmes complets sur les réseaux sociaux et de cette émission. C'est la fin. On va se retrouver la semaine prochaine. Bonsoir, bonne nuit. Quand je vous aurai précisé que la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis et qu'il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. Madame, Messieurs, merci, à la semaine prochaine. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.